Bonsoir à tous. Alors, Noémie Lvovsky, j'ai imprimé la fiche Wikipédia de Noémie Lvovsky et il y a une liste de films dans lesquels elle a joué, il y a des pièces de théâtre dans lesquelles elle a joué, elle était scénariste. Donc, on n'a pas le temps de dégrainer tout ce qu'elle a pu faire. Vous avez affiché les films qu'elle a réalisés, parce qu'elle était d'abord réalisatrice. En tout cas, c'est ce que, dans mon esprit, c'est comme ça que je la connaissais. Et puis, en fait, j'ai découvert que sa vocation première, c'était d'être comédienne. Donc, je me suis dit que c'était encore tout à fait intéressant de l'inviter à parler de cette question du comédien. Donc, j'ai appelé ça le paradoxe du comédien. C'est une formule que vous connaissez sans doute, hein, qu'on doit à Diderot. Donc c'est un texte assez ancien finalement, hein, puisque bon, Diderot c'est 18e siècle, mais c'est un texte qui reste encore un peu dans les esprits, hein, dans les esprits des comédiens et des gens qui réfléchissent sur le jeu. Il est évident que ce paradoxe date un peu, puisque en gros ce que dit Diderot, c'est que le comédien n'a pas à se laisser aller au sentiment, mais qu'il doit provoquer le sentiment par un travail quasi mécanique, hein, et que plus il ressent de sentiments sur scène, plus il risque de perdre l'effet qu'il produit sur le spectateur. C'était au théâtre, depuis il y a eu le cinéma, depuis il y a eu notamment l'acteur studio, qui pourrait être un peu l'opposé, hein, de cette réflexion du théâtre, où là on considère au contraire qu'on doit pousser les émotions. Et c'est vrai que au cinéma, la caméra est plus proche. Il y aurait mille choses à dire, hein, sur ces questions. Et on continue à parler de ce paradoxe. J'ai trouvé même un livre d'une personne qui a recueilli 50 témoignages de danseurs, de comédiens, de metteurs en scène sur cette question. Il leur demande de réfléchir aujourd'hui. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de réponse, quoi. Que l'intérêt, c'est qu'à chaque fois, les cartes étaient remises en jeu quasiment pour chaque film. Donc, quand on a préparé cet entretien, c'est vrai qu'on était toujours amené à parler de choses concrètes, finalement. Tu disais, ah, mais c'est que des anecdotes et tout ça. Et en fait, je me suis dit, c'est logique, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de parler que de parler concrètement de quelque chose qui arrive au moment du tournage. Voilà, donc on va présenter quelques extraits comme ça. Donc je voulais te demander déjà, donc quand tu es jeune, tu veux être comédienne, qu'est-ce que c'était être comédienne pour toi? Mais avant même de désirer être comédienne, très très jeune, je voulais être clown. Je voulais faire l'école du cirque, je devais avoir 5 ans. Et mon père, qui pourtant était très, très ouvert, a eu peur. Il n'a pas voulu que je fasse l'école du cirque. En tout cas, très tôt, j'ai senti que j'avais envie et besoin du spectacle et que j'aurais besoin de travailler dans le spectacle. Je crois que ça très très tôt, hein, vraiment la petite enfance. Et je crois que ça vient d'un sentiment très enfantin de ce que j'allais pas pouvoir supporter, accepter, affronter le monde tel qu'il était, et que le spectacle me permettrait de le transformer ou de le transcender. Enfin, voilà, d'être dans un monde meilleur, quelque chose comme ça. C'est pour enchanter la vie un petit peu, c'est ça? C'est avoir une vie enchantée, ou une vie plus grande que la vie, en quelque sorte? Oui, et puis une vie de fiction, peut-être. Voilà. Et ensuite, à 11 ans, j'ai désiré très, 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 très fort être comédienne. J'ai pris mes premiers cours de théâtre. Et ça s'est arrêté. Donc, je prenais les cours du mercredi après-midi, les stages d'été. Et ça s'est arrêté à mes 15 ans, parce que j'ai passé une audition et qu'après cette audition, on m'a fait des remarques qui ne se voulaient pas désobligeantes, mais qu'à 15 ans, j'ai très mal pris, parce qu'elles étaient sur mon physique.
On m'a dit, bah, tu as l'âge d'une jeune première, mais tu n'as pas le physique d'une jeune première. Et tu as le physique d'une... Alors, le prof de théâtre avait dit d'une zerbinette. Zerbinette, c'est une gouvernante, une nourrice, une nounou, une gouvernante dans Molière. Tu as le physique d'une zerbinette, donc on imagine quelqu'un de rond. Voilà. Mais tu n'as pas l'âge d'une zerbinette, donc tu n'as pas d'emploi. Et là, je me suis dit, c'est fini. J'ai arrêté les cours de théâtre du jour au lendemain et j'ai même arrêté de rêver à jouer la comédie. J'ai tout arrêté. Alors, la première, une des introductions dans le cinéma, donc tu fais l'école de cinéma, la FEMIS, ça s'appelait la FEMIS déjà à cette époque-là. C'était, oui, la première promotion de la FEMIS. La première promotion de la FEMIS, par laquelle est passé à peu près dans ces années-là Arnaud Desplechin. 5 ans avant. 5 ans avant, enfin un petit peu avant. Enfin, voilà. C'est cette école prestigieuse de cinéma. En scénario. Voilà. Et là, tu réalises un film. Dis-moi oui, dis-moi non. Un court-métrage. Un court-métrage, oui, un court-métrage. Mais bon, c'est un film. Oui. Et c'est un court-métrage qui a marqué ceux qui l'ont vu. Il y a quelque chose de générationnel aussi, parce qu'il y a des comédiens qu'on découvre à cette occasion, qu'on va retrouver pas seulement dans tes films, mais dans d'autres. Hein. Donc, ce que je propose, c'est qu'on voit, ou est-ce que tu veux dire 2 mots sur ce film avant, ou qu'on voit l'extrait? Peut-être, oui, à propos de... Alors, c'est un premier court-métrage, il faut être indulgent. Mais oui, je peux ajouter quelque chose à propos de est-ce qu'il y aurait quelque chose de générationnel? Il se trouve que les personnages avaient mon âge. À l'époque, je devais avoir, je ne sais plus, quand on a tourné, je devais avoir 23 ou 24 ans. Et donc, j'ai rencontré des comédiennes et des comédiens de 23 ou 24 ans. On avait tous le même âge, les gens de l'équipe aussi avaient mon âge. Et j'ai eu la chance immense de rencontrer Valéria Bruni Tedeschi, dont c'était le 2e court-métrage, Emmanuel DeVos, qui tournait pour la première fois, Emmanuel Salinger, qui jouait aussi pour la première fois, qui lui se destinait à la mise en scène, il ne se destinait pas à devenir comédien, et Olivier Py, qui s'est retrouvé, parce qu'il était copain avec Emmanuel Salinger, que je manquais d'un acteur. Voilà, il s'est retrouvé avec nous, alors qu'il était a priori à l'opposé du rôle que je lui proposais, et un comédien metteur en scène aussi aujourd'hui, qui s'appelle Nicolas Briançon. Alors on va regarder ce court extrait du premier court-métrage de Noémie. Tu l'avais revu, non C'était en 1988. Oui. Non, mais ce qui est toujours impressionnant dans ce film, c'est le rythme, enfin, la dynamique, la façon dont les acteurs rentrent dans le plan, ces répétitions de mots comme ça, je suis avec un tel, qui était quand même... moi, je trouve qu'il reste frappant. Enfin, il y a quelque chose de très, très saisissant dans cette façon de faire. Donc, c'est un premier film. Donc, tu te retrouves avec des gens qui parfois ont joué, la plupart n'ont pas joué. Comment est-ce que tu prends les choses en main quand tu es avec ces jeunes comédiens et comment tu impulses cette vitesse? Ils avaient joué quand même. Hein. Enfin, Valéria était encore à l'école de Chéreau. Emmanuel DeVos venait de finir l'école Florent. Emmanuel Salinger, je crois qu'il n'avait jamais joué. Olivier Py, il avait joué. Et Nicolas, on ne le voit pas, je crois, à Briançon, on ne le voit pas dans l'extrait. Lui, il avait aussi pris des cours. En fait, on était tous soit encore à l'école, moi y compris, mais moi dans une école de cinéma, soit encore à l'école, soit tout juste sorti de l'école. Alors, comment je m'y suis pris? Il y a des metteurs en scène, des réalisateurs ou réalisatrices pour qui la direction d'acteur n'existe pas. Et par exemple, j'ai travaillé avec un producteur que j'admire
immensément, qui s'appelle Claude Berry, qui était aussi metteur en scène, réalisateur, et qui disait la direction d'acteur, ça n'existe pas. En fait, tout se joue pour lui et pour beaucoup d'autres, tout se joue au moment du casting, de la distribution, du choix des comédiens. Et après, il n'y a rien à dire à un acteur, quoi. À part des histoires de cadre, de placement. Moi, je suis pas trop. Enfin, j'ai pas à être d'accord ou pas d'accord. J'allais dire, je suis pas d'accord, mais non, j'ai absolument pas à être d'accord ou pas. Mais en tout cas, je travaille pas comme ça. Le casting participe beaucoup, bien sûr, de la direction d'acteur. Et de ce qu'on verra à l'écran. Mais il n'y a pas que ça. Pour Dis-moi oui, dis-moi non, pour le premier court-métrage, j'ai fait un casting assez long, en fait. Et je cherchais, et c'est quelque chose qui a donné la façon dont j'ai fait le casting, a donné le là, je crois, jusqu'à aujourd'hui, bien plus de 30 ans plus tard. Oui, plus de 30 ans. Non, 29 29 ans plus tard. Parce que je crois que je cherche avant tout des personnes. En fait, je ne veux pas chercher je m'interdis d'avoir des critères physiques, par exemple. Alors bien sûr, il y a le charme des gens, il y a le charisme aussi, mais ça, ce ne sont pas des critères physiques. Et je veux jamais... j'ai l'impression que d'avoir des critères physiques, alors c'est peut-être lié à ce que je vous racontais juste avant, c'est la première fois que je fais le lien, je ne sais pas ça, mais d'avoir des critères physiques, ça fait écran, je trouve, à la personne qu'on va rencontrer pour jouer, à la comédienne ou au comédien qu'on va rencontrer, à la personne qu'il est. Alors voilà, il y a ça. Je m'étais donné aucun critère physique pour le choix des comédiens. Et puis j'ai rencontré beaucoup de comédiennes et de comédiens. Après, surtout beaucoup de comédiennes. Et puis après, Emmanuel Salinger, il se trouve que c'était un ami à moi et que j'étais persuadée qu'il était un super acteur et puis j'avais envie de le filmer. Et Nicolas Briançon m'a été présenté par Valéria. J'ai trouvé aussi que c'était un super acteur. Et puis il manquait un acteur. Et la veille du tournage, il manquait un acteur. Et là, Emmanuel Salinger m'a dit « Mais j'ai un pote, Olivier Py. Il adore le théâtre, il va adorer le cinéma, allez, vas-y, prends-le. » Et j'ai vu arriver Olivier Py, qui avait les cheveux jaunes, qui n'était pas du tout un homme à femme, un jeune homme à femme, alors que c'est des histoires très, très hétéro dans le film. Bref, et il avait joué, et il a formidablement joué. Mais je réponds à ta question, non, pas vraiment. Non, en partie, mais comment tu t'y es prise pour ces premières fois? Parce que souvent, quand tu dis tu fais la formation en tant que scénariste à la FEMIE, même quand on fait la formation de réalisateur, la plupart du temps, les élèves ou les étudiants qui passent par cette formation sont souvent handicapés par rapport à la direction d'acteur. Ah oui, moi, quand je suis rentrée à l'école de cinéma, à la FEMIS, j'étais hallucinée du rapport des étudiants réalisateurs, par exemple, aux comédiens. Mais j'étais hallucinée parce que j'avais pris ces petits cours de théâtre dont je me suis rendu compte des années et des années après les avoir pris, alors que j'ai arrêté d'une façon très brutale et plutôt malheureuse, parce que j'étais très blessée de ces remarques sur mon physique, je me suis rendu compte que ces cours et le fait d'apprendre des textes, de lire beaucoup de textes de théâtre, et la petite expérience d'une scène, même si c'est une scène dans une toute petite salle de cours, m'avait beaucoup apporté. Et aujourd'hui encore, plus de 40 ans après, ça continue à m'apporter beaucoup. Et quand je suis arrivée à l'école de cinéma, les étudiants réalisateurs pensaient que les comédiens, les comédiennes étaient des marionnettes. C'est-à-dire, je les voyais diriger,
Et il disait, par exemple, à un comédien ou à une comédienne, bon, bah là, tu pleures. Dites ça à quelqu'un, on ne pleure pas. Ou là, tu ris. C'est-à-dire qu'ils anticipaient le résultat. Au lieu d'être ouverts à ce qu'un acteur peut leur proposer, ils pensaient enfin, il y avait cette idée que le metteur en scène est le grand patron, quoi. Plutôt que l'idée que le metteur en scène ou le réalisateur est un artisan qui fait avec ce qu'il a comme il peut. Voilà, c'était le grand patron. Donc s'il avait décidé que dans le plan, la comédienne devait pleurer, eh ben, il pouvait très bien demander à dire à la comédienne, vas-y, maintenant tu pleures. Et évidemment, il n'obtenait rien du tout. Qu'est-ce que tu avais appris alors à l'école? J'avais appris, je crois, au cours de théâtre. Cours de théâtre, oui, cours de théâtre. Alors, je crois... D'abord, j'avais appris le trac. C'est quelque chose, en fait. Le trac et faire avec son trac, en faire son miel. Ça, à l'école de cinéma, on ne l'apprend pas. J'avais appris aussi à quel point, pour jouer, on a besoin d'être disponible. Et disponible, alors que vraiment disponible à l'instant, à tout ce qui peut se passer dans l'instant. Et à l'époque, j'aurais pas su le formuler comme ça, mais c'était ça qui se passait. En fait, on travaille, on prépare, on apprend un texte, on réfléchit, on lit tout ce qu'on peut autour de l'auteur dont on a appris le texte. On essaye de suivre les indications du metteur en scène pendant les répétitions. Mais quand on joue une scène, alors j'avais pas joué professionnellement, j'avais pas joué toute une pièce de théâtre, mais quand on joue une scène, ce qui passe la rampe, que ce soit au théâtre ou au cinéma, ce qui passe vraiment la rampe, c'est ce qui se passe dans l'instant avec son partenaire et avec la situation et le texte qu'on a à jouer. Et pour ça, il faut être comme, je sais pas, se rendre totalement disponible et à son partenaire et à tout ce qui peut se passer dans l'instant. Alors ce film, Jean-Luc Godard le voit, je pense, à Cannes. Le film a été sélectionné dans une perspective du cinéma français ou la quinzaine, je me souviens, ou le sommet de la critique. Non, je crois que c'est perspective. Mais il n'a pas vu là. Il l'a pas vu à Cannes. En fait, à l'époque, c'était une époque bénie pour les courts-métrages et pour les réalisateurs qui rêvaient de faire leur premier long-métrage. Les distributeurs avaient obligation d'acheter un court-métrage et les exploitants, ce qu'on appelle les exploitants, c'est les gens qui dirigent les salles, quoi, qui exploitent les films dans les salles de cinéma, avaient obligation de passer un court-métrage avant le long-métrage programmé. Et ça, c'était formidable, parce que comme spectateur, on voyait des courts-métrages, alors qu'aujourd'hui, il faut aller dans les festivals de courts-métrages ou regarder la télévision à 2h du matin, et encore. Voilà, donc mon court Dis-moi oui, dis-moi non avait été acheté par un distributeur et il passait devant un film, un des premiers films, si ce n'est le premier film de Philippe Faucon, qui s'appelle L'Amour. Et voilà, et Jean-Luc Godard, qui allait beaucoup, beaucoup au cinéma, l'a vu et en a parlé à son producteur en disant il faut produire cette fille. Et donc ce premier long métrage que ce producteur a produit, c'est Oublie-moi. Hein, donc je propose qu'on regarde cet extrait, puisque c'est une scène un peu, on pourrait dire, spectaculaire. Hein, et puis il n'y a pas besoin. Disons que le personnage qui est interprété par Valéria Bruni Tedeschi ne va pas très bien, mais on le voit tout de suite. Donc on la retrouve dans sa voiture après elle s'est disputée. Enfin, bon, voilà. Ce que je peux peut-être rajouter aussi, c'est que
Oublie-moi, mon premier long métrage qui a été fait, tourné 5 ans après Dis-moi oui, dis-moi non. On retrouve Valéria, Bruni Tedeschi, Emmanuel DeVos, Emmanuel Salinger, Jean-Marc Fabre, qui était le chef-op de Dis-moi oui, dis-moi non, qui était aussi le chef-op d'Oublie-moi. Et voilà, ce sont à peu près les mêmes personnes qui ont fabriqué les 2 films. Alors, quand on est spectateur et qu'on n'a aucune pratique du cinéma, on imagine, on se dit dans le scénario, il y a écrit ça, et là, on a un plan, après l'accident, c'est un seul plan. Alors, qu'est-ce qu'on dit à une actrice? Qu'est-ce qu'on lui dit de faire? Comment on obtient ça? Là, en face, elle n'a pas de partenaire, il n'y a pas de mots, il y a simplement l'expression, une déambulation dont on ne sait pas du tout à quel point elle est maîtrisée, tout ça. Alors, quand j'ai revu le film, j'étais impressionné par ce moment, et voilà, c'est pour ça que j'ai... Je suis très, très émue de voir Valéria. Quelle actrice, quoi. Non? Elle joue bien. Et elle m'épate. Et elle continue à m'épater. Je vais essayer de vous raconter comment s'est passé le tournage de cette scène. Au scénario, c'est une ligne. C'est elle grille les feux rouges, où elle voit pas, ou elle fait exprès, on ne saura pas. Elle grille les feux rouges et elle provoque un accident de voiture. C'est une ligne. Au tournage, c'est toute une nuit. Et j'avais très très peur de tourner cette scène. D'abord, j'avais peur pour les cascadeurs. Parce que c'est évidemment pas Valéria qui est au volant au moment du choc. Ce sont 2 cascadeurs, l'un dans la voiture du personnage joué par Valéria, l'autre dans une autre voiture. Et c'était très drôle parce que je n'arrivais pas à donner le moteur. Je n'arrivais pas à dire, allez, ok, on y va. Et je disais au cascadeur, mais dites-moi qu'il y a 0 risque pour vous. Il disait, ah bah non, madame, mademoiselle, j'étais toute jeune, il n'y a pas 0 risque. Alors on n'y va pas. Non, mais il n'y a pas. Et ça durait comme ça, avec la directrice de production qui disait, ben là, il faut tourner parce que l'heure passe. Et jusqu'à ce que je comprenne, jusqu'à ce que les cascadeurs me disent, mais nous, ça ne nous amuse pas s'il y a 0 risque. On est content qu'il y ait un petit risque. Et là, je me suis dit, ah mais oui, j'y pensais pas. Donc on a pu tourner. Mais avant qu'on tourne, on avait 2 caméras juste cette nuit-là. Parce que sinon, le film était un film à tout petit budget. Il n'y avait pas de quoi avoir 2 caméras. Et j'ai demandé... On pouvait faire une seule prise. Parce qu'après, on n'avait plus les voitures de cascade. Enfin, on n'avait plus les voitures. Elles étaient... donc la prise, elle était dangereuse pour tout le monde. Dangereuse. Elle était risquée, on va dire. Et il ne fallait pas se rater, quoi. Et j'ai demandé aux 2 gars qui étaient à chacune, aux gars des caméras, de ne pas couper après l'accident, après le choc. J'ai demandé au cascadeur qui était au volant à la place de Valéria de sortir. Je l'ai prévenu que je n'allais pas couper. Je lui ai demandé de sortir très vite de la voiture en laissant la portière ouverte. J'ai demandé à Valéria d'assister au choc des 2 voitures. Donc voilà, ça l'aidait à faire comme si elle l'avait vécu de l'intérieur, ce choc. Et dès qu'elle verrait le cascadeur quitter sa voiture de jeu, de prendre sa place, de venir au volant et de faire la scène. Donc en fait, on a le plus possible... on n'a pas coupé entre le moment du choc et le moment où Valéria sort de la voiture et déambule. Ça, je pense que j'essayais de vous parler un tout petit peu de la direction d'acteur qui n'existait pas pour quelqu'un comme Claude Berry, par exemple, et qui existe pour moi. Elle existe dans le sens où ça fait partie pour moi de la direction d'acteur, de trouver
quelque chose qui aidera la comédienne à être dans l'état de venir de subir un choc aussi violent que celui de cet accident. Et on a été très aidés aussi, parce qu'il faisait nuit, on était une toute petite équipe. Souvent sur les tournages, on est habillés en foncé, on ne nous repère pas forcément dans la nuit. Donc la police a cru un véritable accident, et elle est arrivée. Et il y a dû y avoir, moi je ne les ai pas vus, mais il y a dû y avoir des gens de la régie qui ont dit aux policiers « Non, mais c'est un tournage ». Et ils ont joué le jeu. Et en fait, le son qu'on entend de la police qui arrive, c'est du son direct. La police est vraiment arrivée. Et le policier qui est rentré dans le champ et qui demande à Valéria si ça va, il lui a réellement demandé si ça allait. Voilà. Et Valéria savait que les dialogues de ce film étaient, comme les dialogues de Dis-moi oui, dis-moi non du court-métrage, très, très, très écrits. Et donc, elle savait qu'elle ne pouvait pas improviser du dialogue. Elle savait que j'allais pas aimer ça et qu'il fallait qu'elle reste muette. Voilà. Et j'étais tellement, je sais pas, bouleversée par elle, par ce qu'elle faisait, par son visage que je laissais tourner. Et au montage, on a laissé beaucoup de longueur. Oui, il n'y avait pas, parce qu'on en avait parlé, il n'y avait pas vraiment, on ne pourrait pas dire d'intention, parce qu'on a parfois le sentiment qu'il y a une intention dans du réalisateur. Et là c'est plutôt de l'ordre de l'attention, quoi, l'attention à la comédienne. Oui. Moi, je me méfie beaucoup des intentions. En fait, j'ai l'impression, comme réalisatrice, mais aussi comme comédienne, puisque maintenant je fais la comédienne aussi, les intentions, j'ai l'impression qu'on peut en parler longtemps avant le tournage, le plus longtemps possible. Parce que, comme comédienne, par exemple, en ce moment, je suis en train de tourner pour un réalisateur, et heureusement, il ne me donne pas d'intention. Si au moment de jouer, juste avant, il me disait, tu sais, là, tu es vraiment triste, hein, parce que... Alors je vais mimer la tristesse, ce sera comme du mime, ce serait faux, quoi, pour moi. Parce qu'on peut être très très triste et sourire, on peut être très très triste et rire, on peut... Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui compte, c'est d'être totalement disponible et présent à l'instant. Et si on me donne une intention, ça me fait calculer quelque chose, quoi. Enfin, voilà. Donc, disons que l'intention de la réalisatrice que je suis au moment du tournage d'Oublie-moi et de cette scène, mais l'intention, avant même, je crois, d'écrire la scène, c'était de raconter une jeune femme perdue. Voilà, c'était ça. Et elle se retrouve, je crois, parce que là on sent bien qu'elle est complètement perdue, cette intention se retrouve, mais de façon, enfin, sans aucun volontarisme. Et s'il y avait eu du volontarisme, je ne sais pas, j'aurais dit « Ah, tu pousses un cri, tu es perdu ». Enfin, voilà, il n'y aurait pas eu cette espèce de retenue qu'a Valéria. Il y aurait eu de la démonstration, voilà. Pour moi, les intentions, au moment du tournage, ou trop peu de temps avant le tournage, les intentions entraînent de la démonstration, et j'aime pas ça. Alors, ensuite, donc, tu as fait plusieurs films. On ne va pas montrer des extraits de tous les films, hein, mais l'extrait suivant, c'est La vie ne me fait pas peur. En fait, ce film, c'est le prolongement d'un film que tu avais tourné qui s'appelait Petite, où on retrouve dans La vie ne me fait pas peur des scènes de Petite, donc c'est les mêmes actes. Et puis c'est amplifié, puisqu'on les voit un peu vieillir, c'est des collégiennes, hein, ou des lycéennes. Voilà. Les deux. Les deux. Dans La vie ne me fait pas peur, c'est les deux. Dans Petite, elles sont au collège seulement. Voilà, elles sont passées au lycée dans La vie ne me fait pas peur. Et donc c'est une scène, donc là,
ce sont des jeunes, donc c'est particulier de faire interpréter des rôles à des personnes dont certains veulent être comédiens, peut-être d'autres pas, certains on peut avoir une petite expérience. Et puis c'est aussi une question, la question que pose, enfin une des questions que pose cette séquence, c'est qu'est-ce qu'on peut demander à un acteur, jusqu'où on peut aller. Hein. Donc vous allez comprendre pourquoi. Donc on va lancer l'extrait, ça commence, c'est un match de handball, tout simplement, et voilà, on va découvrir ce moment de la vie ne me fait pas peur. Alors là, on est loin du paradoxe du comédien, puisqu'on on n'est pas dans la mécanique, on est dans l'investissement à la fois physique, émotif. Hein. On voit, elle rougit. Enfin, il y a quelque chose de très fort. Et dans Petite, je me souviens que dans Petite, il y avait un moment, un extrait d'un film que je ne sais plus qui regardait, mais ils voyaient un film de Patrick Devers. C'est donc acteur très physique dans une scène assez violente aussi, qui était un peu, on voyait ça comme un peu une référence et un lien. Et voilà, je me suis dit que cette scène-là était assez intéressante pour voir jusqu'où on pouvait demander, parce que c'est des questions qu'on pose aujourd'hui par rapport à d'autres pour d'autres situations. Donc voilà, comment est-ce qu'on travaille cela? Les 4 jeunes filles que vous venez de voir, avec 14 ans et demi, quand on a tourné cette scène, 14 ans et demi, 15 ans. Il y en a une qui a eu 15 ans pendant le tournage. Bref, pardon. Elles avaient 14 ans et demi. Et elles n'avaient jamais joué. Et c'était pour moi une énorme responsabilité de faire jouer des adolescentes, enfin des enfants quasiment. Déjà, c'était une question. Je me disais, mais c'est pas normal, quoi, des enfants qui travaillent. C'est pas normal. Normalement, on n'a pas le droit. Voilà, je me suis posé des tas de questions en préparation. Et puis, quand on a fait les essais caméra, ce qu'on appelle les essais caméra. Les essais caméra, c'est avant le tournage, très très peu de temps avant, quelques jours avant, on profite pour essayer les objectifs des caméras et les caméras elles-mêmes. On en profite pour essayer les costumes des actrices, un peu de coiffure, un peu de maquillage, et voilà, et les faire bouger devant la caméra. Et je les ai trouvés, alors qu'on avait fait un casting très 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 long, casting sauvage qui avait duré, ce qu'on appelle casting sauvage, vous savez, c'est quand on ne va pas forcément dans les agences ou dans les cours de théâtre. Ceci dit, on n'avait pas été dans les agences, mais on avait été dans les cours de théâtre. On avait aussi beaucoup été dans les rues, à la sortie des collèges. Voilà. Et aux essais caméra, je trouve les 4 filles, mais complètement empotées. Et nulles, quoi. J'étais mais catastrophée. Et je leur ai dit le lendemain ou le surlendemain. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, je dois comprendre, quoi. Elles sont trop intimidées. Elles ne comprennent pas pourquoi elles ont été choisies. Et puis, je leur ai dit que j'allais leur demander beaucoup. Ce que j'ai fait, je leur ai demandé vraiment beaucoup. Elles ont été d'une générosité incroyable avec le film, avec les 2 films d'ailleurs, avec Petite et avec La vie ne me fait pas peur, d'une générosité dingue. Et je leur ai dit quelque chose qui a tout décoincé et qui m'a décoincé aussi. Je leur ai dit, je vais vous demander beaucoup, mais je ne vous demanderai rien que je ne sois pas prête à faire moi-même. À l'époque, je n'étais pas du tout comédienne et puis je n'avais pas l'âge des rôles. Je devais avoir, je ne sais plus, 29 ans, 28, 29 ans. Et ça a tout débloqué. Et ce sont, dans les films, si vous voyez les films, ce sont des actrices géniales. Vraiment, vraiment des très, très grandes actrices. Voilà. Et par rapport à ta question de jusqu'où on peut aller,
dans ce qu'on demande à une comédienne ou à un comédien. Pour moi, on peut aller très très loin à certaines conditions. En fait, on peut aller très très loin si on... D'abord, si on a un regard bienveillant et aimant, tout le temps, sur la comédienne ou sur le comédien, même quand on devient très 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 exigeant, quoi. Il faut que le regard porté soit aimant. Et puis, il faut tout le temps être là, comme en tant que réalisatrice ou réalisateur, pour... alors, j'ai pas d'autres mots pour les rattraper à la fin d'une prise. En fait, il faut que la comédienne ou le comédien sache qu'il est tenu par le regard pendant la prise et il est tenu à la fin de la prise. Enfin, oui, il est comme s'il avait sauté dans le vide pour la prise. Enfin, c'est une image, mais j'en ai pas d'autre. Il ou elle a sauté dans le vide pour la prise et après, juste au moment du coupé et juste après le coupé, on est là, réalisatrice ou réalisateur, pour l'attraper, pour pas qu'il tombe et pour pas qu'il se fasse mal. Ça me paraît très important. Et parce que sinon, il y a de quoi devenir fou. Si on sort pas d'une prise, voilà, si on joue quelque chose comme ça, comme la bagarre, ou après la bagarre, et qu'on reste dans cet état-là, c'est à devenir dingue. Mais par contre, si quelqu'un est là pour vous rattraper, vous ramener à la réalité, quoi, alors ça va, et même c'est riche, parce qu'on vit vraiment ce qu'on joue, et en même temps, on s'en sort indemne, même quand on joue des choses qui, dans la vraie vie, comme on dit, j'aime pas trop cette expression, qui dans la vie ne laissent pas indemne. Et la chance, c'est que quand on joue, à part pour certains comédiens qui sont dantins, pardon, je fais des digressions, c'est pas gênant. Il y a un comédien qui pour moi est un génie absolu et dont on raconte, je ne le connais pas, c'est personnellement, malheureusement, c'est Daniel Day-Lewis. Et on raconte que Daniel Day-Lewis, il reste dans les rôles jour et nuit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des anecdotes tellement vertigineuses et drôles autour de son travail. Ce serait long de les raconter, mais... Enfin voilà. Donc pour cette scène, moi j'avais très peur de tourner cette scène, comme l'accident de voiture en fait. Je me suis dit, mais je vais... Alors la jeune fille qui est frappée, c'est une cascadeuse. Et elle avait des protections. Et on ne voit pas son visage parce qu'elle avait 25 ans. Elle n'avait pas 14 ans et demi. Donc il fallait cacher son visage. Et elle, comme les cascadeurs de l'accident de voiture d'Oublie-moi, elle disait non mais moi ça me va de prendre des coups, moi ça va, tu peux y aller, tu peux frapper. Tout. Mais je sentais que Julie Marie, elle avait peur, quoi. Ça la gênait, ça la mettait mal à l'aise. Julie Marie Parmentier, pardon, la jeune comédienne, ça la mettait mal à l'aise. Et moi, ça me mettait mal à l'aise. Et puis il fallait que je l'aide à se mettre dans un état de colère et de rage, de nerfs, quoi, extrême. Alors j'ai fait en cachette, vraiment de toute l'équipe. Je ne sais pas ce qui me... J'arrivais pas comme pour l'accident de voiture, j'arrivais pas à lancer le moteur. Et j'ai demandé à Julie Marie de venir avec moi dans un des vestiaires, un petit vestiaire du gymnase où on tournait. Et je lui ai demandé de me frapper. Et au début, elle a rigolé, elle a dit ça va pas, jamais. Je dis si, vas-y, ça va nous aider, je t'assure. Et elle l'a fait. Et je lui ai dit non, mais là je sens rien, vas-y. Et vraiment, je l'obligeais, quoi. Et elle l'a fait, et sa rage, au fond, contre moi, contre elle-même, contre je ne sais quoi, montait. Et on a tourné la scène, et on l'a tournée en une prise. Parce que je n'avais pas envie de lui demander ça plusieurs fois. Et voilà, et je pense que j'ai pu faire ça, ce qui n'est pas... C'est pas particulièrement glorieux de demander à quelqu'un de vous frapper, c'est même un peu
Mais voilà, j'avais l'impression que c'était pour moi, à ce moment-là, la seule façon de l'aider à se mettre dans cet état et à se mettre vraiment dans cet état. Mais une fois que c'était fini, alors j'étais là et pour qu'elle redescende, mais en un claquement de doigts, elle redescendait, quoi. Elle restait pas. Voilà. Et j'ai une autre anecdote aussi qui m'a tellement fait rire et ému sur Petite. C'est une scène qui n'est pas dans La vie ne me fait pas peur. C'est Camille Rousselet qui jouait une des 4 filles et qui, elle, trouvait vraiment que jouer la comédie et faire du cinéma, c'était complètement débile. Parce qu'elle voyait une bande d'adultes, nous, obnubilés par un film, comme si le film était la chose la plus importante du monde. Et elle se disait, d'où c'est la chose la plus importante du monde? Moi, je ne serai jamais comédienne. Enfin, voilà. Et puis arrive un jour le tournage d'une scène où elle doit supplier un garçon de son âge de faire l'amour. Et le personnage n'a jamais fait l'amour et elle veut plus être pucelle, quoi. Et comme elle est très amoureuse de lui, elle veut que ce soit lui le premier. Et elle le supplie. Et elle lui dit, oui, mais pour toi, c'est pas grand-chose. Pour moi, c'est tellement important pour moi. Et lui, qui a son âge, hein, et l'acteur avait son âge, 14 ans. Non, l'acteur, il avait même 14 ans, pas 14 ans et demi. Et Nourdine Barour. Et il devait la prendre de haut, comme ça, se faire, ouais, non, mais t'as jamais fait ça, attends, ça va, ça te passera. Puis il devait jeter une pièce de monnaie, comme ça, sur la table et partir en disant, ça te passera, petite, quoi. Et il devait frimer. Et arrive le jour du tournage, et Camille, l'actrice, fait un refus d'obstacle. Elle dit, je joue pas ça, je le fais pas. C'est trop humiliant. C'est humiliant. Moi, jamais je vais supplier un mec de coucher avec moi. Elle avait même jamais embrassé un garçon. Hein. Et elle, vraiment, elle ne voulait pas. Et elle pleurait en disant, je le fais pas, je le fais pas. Je le fais pas. Et je me dis, merde, qu'est-ce que je vais trouver parce qu'il faut qu'on la tourne, cette scène. Je dis, non, mais moi, je le supplie pas. Hein. Moi, je lui demande même pas. Et à un moment, je me dis, bon, bah, il faut qu'on la tourne. Donc, on va tourner en chant contre chant. Vous voyez, chant contre chant. Et on va commencer sur Nourdine, sur le garçon. Mais elle, je disais, voilà, puis on n'est pas sur toi pour l'instant, la caméra n'est pas sur toi, vas-y. Comme ça te chauffe. Non, j'y vais pas. Je ne m'assois pas en face de lui, je ne lui demande pas ça. Jamais. Et donc, j'ai dû m'y coller, moi. Et c'était tellement drôle, parce que j'ai vraiment mesuré à quel point Nourdine Barour est un immense acteur. Parce qu'il avait en face de lui une femme qui avait le double de son âge, avec qui il avait un rapport un peu comme si j'étais un peu maternelle, quoi. En tout cas, il mettait ça sur moi. J'étais la réalisatrice et il m'a parlé. Donc j'ai joué la scène, mais je ne l'ai pas incarnée comme elle devait l'être. J'étais mère de famille, pas du tout pucelle. Enfin, et il m'a parlé comme si j'étais une pauvre fille qui le suppliait de faire l'amour, alors que lui était tellement au-dessus de ça. Enfin, bon, il l'a joué, et la prise qui est montée, c'est la prise qu'il a jouée avec moi. Et Camille Rousselet, me voyant jouer ça, a eu un truc d'orgueil, en disant non, mais en fait, je vais le faire. Et voilà, et après on a retourné la caméra. Voilà. Alors là, c'est pour il y aurait beaucoup de choses à dire sur qu'est-ce qu'on peut demander aux acteurs, mais on va le temps passe. Et là, on va voir un extrait. Alors là, c'est au contraire un acteur, des acteurs chevronnés, en particulier Jean-Pierre Bacry. Tu disais tout à l'heure. Comment faire pleurer un acteur? La question se pose quand
on lit parfois des choses, oui, il faut se mettre en condition, penser à quelque chose de triste, il faut prendre des citrons ou éplucher des oignons, enfin bon, je ne sais quoi. Donc voilà, donc là, on a un extrait d'un film qui s'appelle Les Sentiments, où la situation, tu peux peut-être le dire en 2 mots, ou je te laisse t'occuper de ta cigarette. C'est Jean-Pierre Bacri, donc, qui est médecin. Il y a des voisins qui s'installent en face de chez lui. C'est le médecin qui va le remplacer, et il tombe amoureux de la femme, et c'est un amour réciproque qui est beaucoup plus jeune que lui. Donc il y a une liaison qui se noue entre deux, avec toutes les complications qui peuvent un amour se passer. Réciproque, un amour réciproque et adultère des deux côtés. Parce que Jean-Pierre Bacri, le personnage Jean-Pierre Bacri est marié à Nathalie Baye, et Isabelle Carré est mariée dans la fiction à Melville Poupeau. Voilà, c'est ça. Donc on va voir un extrait. C'est un extrait qui se situe après la séparation, parce qu'ils sont découverts, et donc ceux qui se sont installés, les jeunes sont installés, sont partis, et donc d'autres vont emménager à la place. Donc c'est cette séquence-là qu'on va découvrir. Alors il y a l'émotion que nous, spectateurs, avons est liée au contraste entre cette remémoration d'une scène passée qu'on n'avait pas vue, qu'on découvre là. Et donc l'émotion est plus forte. Mais lui, Jean-Pierre Bacri, quand il joue, il n'a pas cette séquence-là en tête. Donc comment ça se passe quand un comédien pleure? Il y a plein de façons, j'imagine. Mais... Alors, dans le scénario, il était écrit qui pleurait. Et puis un jour, au début du tournage, alors qu'on a tourné cette scène où il pleure à la fin du tournage, donc vraiment presque d'entrée de jeu, il m'a dit, dis donc, il y a écrit qu'il pleure, mais moi je pleure pas. Et je lui ai répondu que ça m'était complètement égal. Et réellement, ça m'est complètement égal qu'il y ait de l'eau salée qui sorte des yeux ou pas, tant que la situation, l'émotion, les sentiments sont vécus. Il y a des gens qui pleurent facilement, d'autres qui pleurent jamais, et pourtant les émotions sont tout aussi fortes chez les uns et chez les autres. Donc je lui ai dit, mais t'occupe pas de ce qui est écrit dans le scénario, c'était pour le confort de lecture, c'était pour obtenir les financements, mais ça n'a aucune importance. Que tu pleures ou pas, ça n'a aucune importance. Et il se trouve... là aussi, c'est drôle parce que tu as choisi des extraits où on n'a fait qu'une prise ou deux. Et on n'a fait qu'une prise pour ce moment à la fenêtre où il se met à pleurer. Et je m'y attendais pas. Moi, j'étais sûre qu'il n'allait pas pleurer. Donc, je ne lui ai pas du tout demandé de pleurer. Je lui ai quasiment rien dit, en fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on était très proches, on s'entendait merveilleusement. C'est un acteur extraordinaire. Il a une profondeur, il a une intelligence il manque une intelligence des situations, des textes, de l'esprit du metteur en scène. Enfin, c'était vraiment un acteur total, quoi. Enfin, et donc je crois que je lui ai quasiment rien dit et que c'est arrivé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Je sais qu'il n'a pas cherché les larmes parce que il n'y a rien de pire, je trouve, que de voir quelqu'un, que ce soit dans la vie d'ailleurs, ou au cinéma, chercher les larmes, quoi. C'est essayer de se faire pleurer, c'est terrible. Jeanne Moreau disait quelque chose qui, je trouve, est très très vrai. Elle disait, il ne s'agit pas, en parlant des comédiennes et des comédiens, elle disait, il ne s'agit pas de pleurer, il s'agit de faire pleurer. Et c'est pas parce qu'on a de l'eau qui coule des yeux qu'on fait pleurer. Ça n'a rien à voir. Et voilà. Et c'est voilà. Alors, pardon. Oui, vas-y. Je peux aussi. Non, j'avais noté de vous parler de Jean-Pierre Bacri parce que lui disait, c'était presque un drapeau. Il disait, moi, je joue moi-même. Moi, je sais pas jouer autre chose que moi-même. D'ailleurs, il me l'a dit à propos des pleurs, quand au tout début du tournage, il est venu me voir. Il m'a dit, mais moi, dans la vie, je pleure pas, quoi. Donc,
Ceci dit, je ne suis pas sûre que c'était vrai. Mais, et j'ai travaillé avec un autre très très grand acteur qui est Denis Podalides, qui lui... alors je ne sais pas s'il appellerait ça composition, mais disons, est plus proche de Diderot que Jean-Pierre Bacri. Et quand Jean-Pierre dit qu'il joue lui-même, c'est vrai dans le sens on joue avec soi-même puisqu'on est notre propre outil de travail, c'est-à-dire que notre corps, notre voix, notre visage, mais aussi nos pensées, nos expériences, notre existence, tout ce qui nous constitue est notre outil de travail. Mais déjà, est-ce que soi-même existe vraiment? Ça, j'en suis pas si sûre, moi. Et puis, on joue des situations qu'on n'a jamais connues, qu'on n'a jamais vécues. Et si, comme dit Thomas Bernhard, qui est un grand auteur autrichien que j'adore, on est fait des circonstances dans lesquelles on a été, dans lesquelles on s'est trouvé, alors on joue dans des circonstances qu'on ne connaît pas. On est peut-être quelqu'un d'autre dans ces circonstances-là. Ou alors on est un soi-même qui nous était inconnu jusqu'alors. Voilà. Donc quand Jean-Pierre disait moi je ne sais pas jouer autre chose que moi-même, c'était une façon c'était une pudeur en fait, c'était une façon de se défendre, d'être l'immense acteur qu'il était. Et d'ailleurs, je revois jamais les films, et là, en voyant l'extrait, je n'aime pas le cadre, mais c'est aussi parce qu'il se cache. Il se cache, du coup on a son oreille. Moi, si j'avais su qu'il allait pleurer, qu'il allait se cacher, j'aurais pas mis la caméra là. Mais bon, personne ne le savait, pas même lui-même. Alors justement, tu parlais de Denis Podalides. Là, on a pensé une scène qui complètement innocente, enfin où il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est Camille Redouble. Donc après, tu deviens comédienne dans tes propres films. Tu retrouves ta vocation première. Et donc là, tu es confronté à Denis Podalides. Camille Redouble, c'est une jeune fille, une femme qui retombe en enfance tout en gardant son physique de femme. Enfin bon. Et à la fin, elle retrouve son professeur, donc interprété par Denis Podalides. Et pour une scène très brève, on va regarder, hein, plutôt que de la raconter, tu vas nous dire, ça explique assez bien vos deux tempéraments et deux façons finalement de jouer. Donc la scène est très courte, on va regarder cette scène a priori banale, quoi. Oui, c'est l'introduction à une scène beaucoup plus longue. Plus longue, mais voilà, toute petite scène de Camille Redouble. Voilà, donc une scène toute simple. Et en fait, deux façons d'approcher la scène. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, parce que en fait, on a travaillé, on a le même âge, Denis et moi, je crois, et on s'est connus très jeunes. Donc on s'est pas mal parlé, et on a travaillé plusieurs fois ensemble. On s'est pas mal parlé de son travail, beaucoup, et du travail de comédien. Et lui me disait, avec un petit air malicieux, il disait, mais moi, je lui disais, mais comment tu fais? Tu as une telle technique, tu as une telle distance, quoi. Tu arrives à être là et à avoir du recul sur ce qui se passe dans l'instant. Je ne comprends pas comment tu fais. Pour moi, c'est vraiment les acteurs waouh, qui savent faire ça, qui ne savent pas être comme Valéria ou comme moi, on est en plein dans ce qui se passe. Et chez Denis, c'est très beau, cette espèce de... Il est là et il a aussi une petite distance. Et ça donne une poésie à son jeu magnifique, je trouve. Et donc oui, il me disait, moi je fais semblant de faire semblant. Et je me grattais la tête, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire faire semblant de faire semblant? Et je crois que j'ai parlé de ce moment du film à Jacques quand on préparait cette soirée, et en lui disant,
Denis lit tout le temps. Il lit tout le temps. Il lit quand il marche dans la rue, il lit quand il prend l'ascenseur. Il lit tout le temps, tout le temps. Alors ça peut être Shakespeare qui doit jouer le soir même après la journée de tournage. Ça peut être un roman, un pavé comme ça. C'est une bibliothèque, cet homme. Et donc la caméra était derrière la porte pour le contre-champ sur moi. Et Denis, à côté de la caméra, enfin un petit peu devant, dans une entrée très étroite. Et moi, j'avais besoin, pour jouer la scène, j'avais besoin de repartir du métro, de marcher dans l'avenue d'Italie, de faire le code de la porte cochère, d'appeler l'ascenseur, de monter dans l'ascenseur, de sortir de l'ascenseur et de sonner à la porte. Et là, je pouvais jouer. Denis ouvrait la porte et je pouvais jouer. Donc évidemment, toute l'équipe se moquait de moi, parce que ça prenait beaucoup de temps. Denis ne se moquait pas parce que c'est pas son genre, mais il souriait in petto. Il lisait son livre. Pendant moi, je faisais tout mon trajet. Et il devait y avoir quelqu'un au Toki qui disait, au rez-de-chaussée, qui disait « Elle est dans l'ascenseur, là, ça y est, elle arrive, elle arrive. » Et donc il lançait la caméra derrière la porte fermée. Il faisait le clap, il lançait la caméra, Denis refermait son livre et il était disponible pour la scène. Voilà. Et quand la caméra était sur lui, donc sur le palier, c'était en 2 secondes, quoi. Il attendait que le clap soit fait et à nouveau il refermait son livre et il était totalement là. Alors, qu'est-ce qui fait cette différence? Pourquoi? Est-ce qu'il y a de la formation? Pourquoi est-ce que tu as besoin de reprendre l'avenue d'Italie pour monter les... Parce que pour moi, c'est une faiblesse. J'adorerais être une actrice comme Denis. J'adorerais savoir à la fois être totalement présente et disponible à tout ce qui peut se passer dans une prise, tout en ayant un petit recul, tout en ayant conscience que je suis en train de jouer. Je trouve que c'est le summum de l'art du comédien, de savoir à la fois s'oublier et ne pas. Ça, Denis sait faire. Moi, pas. Il se trouve que je ne sais pas faire, que du coup, comme je veux que tout soit vrai, comme en fait, au fond, ce qu'on recherche, c'est une forme de vérité, j'ai besoin de faire les choses en vrai. Mais en fait, il y a une anecdote fameuse dans les cours de théâtre qui ressemble à ce que je vous raconte de nos différentes approches du travail, Denis et à moi. Je crois, je sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende. C'est Laurence Olivier et Dustin Hoffman sur un film, ça doit être Marathon Man. Oui, c'est Marathon Man. Oui. Où Dustin Hoffman doit être essoufflé, et il fait 15 fois le tour du pâté de maison, il s'épuise, il a le cœur qui monte à 250, et il arrive complètement essoufflé, et Laurence Olivier lui dit « Pourquoi tu fais ça ?» Et Dustin Hoffman lui dit « Toi, comment tu fais quand tu dois être essoufflé ?» Et sans bouger d'un pouce, Laurence Olivier fait voilà. Disons que je serais plus de la famille de Dustin Hoffman. Valéria aussi serait plus de la famille de Dustin Hoffman. Et peut-être, Denis, je ne peux pas parler à sa place, de la famille de Laurence Olivier. Alors, il y a un acteur que tu aimes beaucoup, c'est Jean-Pierre Léaud. Donc on voit dans Camille Redouble dans deux séquences. Donc lui, c'est... tu vas nous dire de quel côté il est. Est-ce qu'il est le côté Laurence Olivier ou plutôt Dustin Hoffman? On voit l'extrait et puis tu nous dis. Alors Dustin Hoffman ou Laurence Olivier? Je dirais Dustin Hoffman, mais alors... Non, mais il est unique, Jean-Pierre Léaud. Il est... déjà, c'est, je crois,
c'est, je crois, un acteur c'est un de mes acteurs préférés au monde. Et puis c'est aussi un acteur que j'ai beaucoup regardé quand j'étais enfant, quand je me suis mise à adorer le cinéma et à devenir cinéphile. Bon, même c'est quelques années plus tard que je suis devenue cinéphile, et c'est un acteur qui a donné le là à beaucoup de choses dans ma vie, y compris non professionnel, enfin hors travail dans le cinéma. C'est quand je l'ai découvert dans les films de Truffaut, je suis tombée raide amoureuse de lui, et je crois qu'il m'a autorisée d'une certaine façon dans la vie, pas du tout, enfin pas forcément dans le travail, dans la vie, à aimer les hommes qui n'étaient pas les hommes qu'on nous présentait, en tout cas à l'époque, virils, comme on dit. Moi, je dis virilos. C'est-à-dire, on nous présentait dans les images comme ça qui circulaient, les hommes à aimer étaient des hommes musclés, forts. Enfin voilà, Lino Ventura, Jean Gabin. Enfin, bon. Et je suis tombée folle amoureuse de Jean-Pierre Léaud. Je devais avoir 11 ans. Et lui n'était pas un homme comme ça. Il est un homme qui a beaucoup de féminité. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, la féminité, mais oui, en tout cas, il est pas dans cette espèce de super virilité. Et dans la vie, je crois qu'il a fait que j'ai été vers des garçons qui avaient une grande part de féminité. En tout cas, ça m'a autorisé, ça m'a donné sa présence dans le cinéma et dans ma vie m'a autorisé à aller vers des garçons comme ça sans que ce soit absurde. Pourquoi donc je raconte ça? On dit que Jean-Pierre Léaud, donc tu lui demandes de jouer dans Camille Redouble, oui, par admiration. Comment ça se passe avec Jean-Pierre Léaud, du coup? Parce qu'on disait Laurence Olivier ou Pacino, donc... ou Dustin Hoffman. Ou Dustin Hoffman, ou Dustin Hoffman, oui. Parce que Jean-Pierre Léaud, c'est toujours Jean-Pierre Léaud, d'une certaine façon, quand on le voit aussi. Enfin, donc c'est... Jean-Pierre Léaud, il a un sens du cinéma que je n'ai jamais rencontré chez personne, chez aucun réalisateur, aucun acteur. Il voit un film, il le connaît plan par plan, vraiment plan par plan. Il a le sens de chacun dans une équipe. Il arrive sur un plateau, il a alors que, bon, ça se sent d'ailleurs, il a des problèmes, hein, il n'est pas en parfaite santé, mais il a le sens du quatrième stagiaire régie qui est derrière la machine à café. Enfin, je sais pas, c'est presque une mystique, en fait, Jean-Pierre Léaud. Lui est peut-être un peu mystique, mais en tout cas, il a un sens du cinéma très total, quoi. Et pourquoi je disais ça? Comment est-ce qu'il, comment il arrive sur le film? Comment il arrive sur le film? Comment il joue? Qu'est-ce que tu lui demandes? Est-ce que quand on admire comme ça un acteur, est-ce qu'on n'est pas un peu paralysé par cette admiration? Si, d'ailleurs, j'étais paralysée au point de ne pas vouloir l'appeler. Et quand Elsa Amiel, qui était la super assistante du film, m'aidait pour le casting, et qu'elle me disait, mais quand même, Jean-Pierre Léaud, il serait génial dans ce rôle de l'horloger, parce que c'est le maître du temps du film, c'est un peu le magicien du film. Et elle me disait, elle avait raison, elle me disait, il est magique pour nous, parce qu'il trimballe avec lui tous les films, tous les chefs-d'œuvre dans lesquels on a pu le voir. Donc il est d'emblée un personnage magique. Et je lui disais, non, je veux pas l'appeler parce que c'est un tout petit rôle et que on fait pas ça à Jean-Pierre Léaud, on lui propose pas un si petit rôle. Et puis un jour, on était chez moi avec Elsa Amiel et voilà, on préparait, on travaillait sur le plan de travail du film, je crois. Et elle m'a dit, on a un rendez-vous là pour le rôle de l'horloger. Ah bon, qui ça? Et en fait, elle m'avoue
qu'elle me voyait tellement refuser bêtement, à son avis, d'appeler Jean-Pierre Léaud, qu'elle a contacté son agent, elle lui a envoyé le scénario, et il va sonner à la porte d'une minute à l'autre, enfin, ou un quart d'heure plus tard. Et puis, j'étais estomaquée. Et il a sonné à la porte. Et c'est vrai que les premières minutes, j'étais tétanisée d'admiration, de timidité. Enfin, j'étais trop intimidée, quoi. Et puis, le fait de lui dire, écoutez, en fait, là, c'est comme si j'étais on était dans ma cuisine. Et c'est comme si j'étais devant un monument. Excusez-moi, je vois tous les films avec vous qui défilent. J'arrive pas à vous voir, vous. Et là, il a proposé, il y avait du miel, et il a proposé qu'on partage qu'on mange du miel dans la même cuillère. Et puis, et le fait de lui avoir dit à quel point je l'admirais et comment ça pouvait me coincer, m'inhiber, de l'admirer autant. Le fait de le dire, et de partager du miel dans la même cuillère que lui, ça m'a permis de me détendre. Et on a commencé à se parler. Et bon, c'est très anecdotique, hein, mais bon, tu connais, je la raconte. Parce que c'est une anecdote qui raconte à quel point il a le sens du cinéma. On parle de choses et d'autres, et il me parle de la période après la mort de Truffaut. Il est parti en Pologne faire des espèces d'expériences théâtrales. Et des expériences, je crois, assez risquées. Et il me raconte qu'il a joué en étant en transe. Je pense avec des produits, mais je ne suis pas sûre. Et il me dit, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de la transe? Et je dis, moi, oh là là, c'est pas du tout pour moi. Et il me dit, et je dis, j'aimerais pas voir quelqu'un. J'aimerais pas, moi, être en transe, et j'aimerais pas voir quelqu'un en transe. Et il me répond, mais pourtant, vous avez filmé quelqu'un en transe. Je lui dis, bah non, jamais. Il me dit, ah si. Je lui dis, non, je vous assure, jamais de la vie. Et en fait, c'est fou, hein. Déjà, pour un petit rôle, il arrivait à la maison, il avait vu tout ce qu'il avait pu voir de ce que j'avais réalisé. Et il connaissait les films plan par plan. Et je me suis souvenu à ce moment-là que dans le film précédent d'ailleurs, on avait filmé à Paris pendant la fête de Ganesh. Et pendant la fête de Ganesh, c'est un dieu indien, il y a plus de 10 000 personnes dans les rues. Et donc on était caméra à l'épaule et on était pris dans la foule. Et à un moment, je m'étais rendu compte que j'avais perdu le chef-op. Et le chef-op s'était arrêté devant un monsieur en transe et il le filmait. Et moi, je lui ai dit, tu coupes tout de suite. Je veux pas. En fait, je n'aime pas filmer des gens qui ne peuvent pas avoir conscience qu'ils sont filmés. Alors, quand on filme un animal ou quand on filme un nouveau-né, enfin, on filme rarement des nouveau-nés, voilà, ils n'ont pas conscience qu'ils sont filmés. Mais sinon, là, ce monsieur était dans une telle transe qu'il ne pouvait pas avoir conscience. Donc, j'ai demandé à Jean-Marc, au chef opérateur, toujours le même que celui du court-métrage, de couper la caméra. Mais au montage, il est resté 1 seconde. Ça ne doit pas être tellement plus d'1 seconde. Si c'est plus, c'est 2 de ce plan. Et Jean-Pierre Léaud l'avait vu, et il s'en souvenait. Et moi qui avais fait le film, je ne m'en souvenais pas. Et je me suis dit vraiment, il absorbe tout ce qui fait le cinéma. C'est intéressant, la transe par rapport aux comédiens, jusqu'où on peut aller. Donc c'était un bon exemple. Alors, le temps, on a un peu dépassé le temps. On va juste terminer, parce que pour montrer encore Denis Podalides, mais cette fois-ci dans une scène un petit peu plus longue, où là, il se met en colère
Et c'est une scène assez impressionnante. C'est dans ton dernier film que tu as tourné, La Grande Magie, qui est on aurait pu dire, parce qu'il y a une passion aussi pour toi, pour le théâtre, enfin, les répétitions, le spectacle, le vrai, le faux. Enfin bon, on ne peut pas parler de tout ça, puisqu'on se limite à la question du comédien. Mais c'est lié. Et donc là, Denis Podalides se met en colère. Donc, est-ce qu'il était aussi... il lisait juste avant, oui, mais quand même, il se donne un peu plus, je crois, c'est ça? Il se donne toujours, hein. Mais c'est ça, il se donne, il s'oublie et il garde une conscience. Alors qu'il y a des comédiens qui... Jean-Pierre Léo, par exemple, je crois, il a toutes les antennes sorties, donc il sait où est la caméra, il sait où sont les personnes de l'équipe, il sait tout, mais au moment où ça joue, il est dans une forme de transe, quoi. Alors que pas Denis. Et enfin, je crois pas en tout cas. Et pour cette scène, Denis, c'est quelqu'un qui déteste la violence, mais vraiment, il supporte pas la violence, hein. Dans Camille Redouble, il devait jouer une scène de bagarre, et au bout de la première prise, il me disait: tu veux pas qu'on arrête là? Il déteste ça, il déteste le conflit. Et c'est un homme doux. Et là, je lui demandais une scène de colère forte. Et au début, donc il lisait aussi juste avant, mais au début, ça marchait pas. Ça marchait pas parce que justement, il avait un trop grand recul. Et la façon que j'ai trouvée, ou qu'on a trouvé ensemble, c'est de faire et refaire et refaire et refaire, en ne donnant quasiment aucune indication entre les prises, et en disant on enchaîne. Et à la fin, je crois sur la fatigue. Sur la fatigue et sur la rage et la tristesse de devoir se mettre dans une telle colère, on est arrivé à ce qu'on va voir. La Grande Magie. Enfin, je ne sais pas ce que vous ressentez, mais en tant que spectateur, il y a cette colère nous prend. Enfin, quand on s'est vu, on parlait aussi des colères de Piccoli, enfin des Michel Piccoli, comme ça. Tout d'un coup, on est assez saisi. Enfin, quand on voit les autres comédiens, on pourrait presque croire qu'ils sont aussi saisis par cette colère. Enfin, il y a une espèce de pétrification. Oui, ils en deviennent spectateurs de ce que fait Denis. Et c'était très bien pour le film qu'il soit comme ça spectateur de... Non, en fait, il y a la colère, et là, en voyant cet extrait, je me dis ce qui peut-être aussi faisait un peu au début freiner Denis, enfin, c'est qu'il bascule dans la folie, en fait, le personnage. C'est pas seulement la colère, c'est la folie. Après, si on n'a pas vu le film, on ne peut pas bien comprendre, mais il décide que la réalité n'est pas la réalité. Il décide que les gens qui sont là sont des images, enfin, et que sa femme n'est pas sa femme.